ou à la mémoire de la bataille de la crête de Vimy. Période de questions orales. Chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Le PDG de l'OPG a gagné 1 200 000 l'année passée. Celui d'Hydro One, 5 500 000. Les 4 PDG ont gagné 11 millions de dollars. Lorsque les gens de l'Ontario n'ont pas la mesure de s'éclairer, de payer la facture d'électricité, comment la première ministre permet-elle une telle situation? Monsieur le Président, vous savez quoi? Le député, le chef de l'opposition, soulève le point que les gens à l'échelle de l'Ontario ont de la difficulté à payer la facture d'électricité. Voilà pourquoi nous avons un programme pour diminuer la facture d'électricité ce printemps de 25 dans les régions rurales éloignées. Ils verront une diminution supplémentaire à la hauteur de 40-45 Ce programme est déployé. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à l'échelle de la province. Voilà pourquoi que nous avons un programme équitable. Nous allons diminuer la facture d'électricité à la hauteur de 25 complémentaire. Monsieur le Président, de retour à la Première ministre, ce n'est pas les millions de dollars, les salaires que la Première ministre, dont elle ne veut pas parler. Comme nous savons très bien que la Première ministre a embauché des camions de la Brinks pour payer leur salaire en mars 2015-2016 et elle gagne 200 000 finalement pour un salaire de 3 mois. Comment le gouvernement permet un tel salaire qui sont non maîtrisés et justifie que c'est approprié que ce soit 4 500 000 ou 200 000 pour un travail de 2 mois? On ne peut pas se payer une telle facture d'électricité. Comment la Première ministre permettait une telle situation dans les salaires? Ministre du président du Conseil du Trésor, comme vous le savez, vendredi, nous avons rendu public le salaire du secteur public, la liste Soleil. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il y a sur la liste Soleil. Ça énumère le salaire du secteur public et du secteur parapublic qui gagnent davantage que 100 000 par année. Ce n'est pas nécessairement leur salaire annuel. Et dans le cas qui ont pris leur retraite après avoir servi dans le secteur public ou parapublic, peut-être qu'il y a finalement des bonus ou des résultats de retraite. Donc, ça ne correspond pas nécessairement à 25 50 mais un règlement concernant le départ à la retraite. J'apprécie pourquoi la première ministre ne veut pas en parler, pourquoi elle paye les PDG lorsque le ministre, 4 500 000 est approprié, comme il y a congé de vacances, 200 000 pour travail de 3 mois. Cela ne marche pas. Cela ne va pas. Les infirmières qui travaillent 2 fois, et cela, elles ne font pas partie de ce club de millionnaires. Alors qu'on a des écoles qui sont en état de décrépitude avancée, ces salaires ne sont hors de contrôle. Je veux que la première ministre dise en cette Chambre qu'elle appuie cette rémunération. Pourquoi l'a-t-elle tolérée? Pourquoi payer 4 500 000 alors qu'il n'y a aucun salaire de PDG en hydroélectricité au Canada à cette hauteur? On reconnaît que 100 000 c'est beaucoup d'argent. C'est davantage que le salaire moyen des Ontariens. Et ce qu'on a vu, lorsque vous vous penchez sur l'augmentation de salaire, au cours de la dernière année, on parle de 116 000 que la moyenne. Ce n'est pas une augmentation importante. Ce que l'on voit chaque année, qu'il y a davantage de personnes sur la liste Soleil. Pourquoi? Parce que
il y avait eu une loi créée par la divulgation ou la loi sur la divulgation des salaires dans le secteur public et parapublic. Et ça fait partie de la loi. Et le seuil qui a augmenté, on parle de 150 000 et 84 Nouvelle question. Chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Plus de 123 000 personnes sont sur la liste Soleil. Il y a des milliers d'autres qui manquent et certains se seraient trouvés au haut de la liste. C'est pourquoi ce gouvernement a choisi de cacher les salaires des PDG d'Hydro One. Y a-t-il davantage de personnes sur la liste des millionnaires? Combien davantage de millionnaires cachent d'Hydro One? Monsieur le Président, si le chef de l'opposition nous demande combien de personnes et le salaire des personnes dans le secteur privé, dans toute entreprise publique, il pense qu'il devrait y avoir un projet de loi qui devait aller au-delà de ce qui se passe en matière de divulgation des salaires. Je pense qu'il sait très bien qu'Hydro One fait partie d'une entreprise publique échangée à la bourse. Je sais que ses salaires sont élevés. Je sais qu'ils sont davantage élevés que la majorité des Ontariens. Je sais également que les personnes ont de la difficulté à payer la facture d'électricité. Voilà le plan. Nous allons diminuer la facture d'électricité de 25 On prend des mesures parce qu'on reconnaît qu'il y a un problème à l'échelle de la province. Complémentaire. Monsieur le Président, le premier ministre ne veut pas avoir la beurre et l'argent du beurre. Le gouvernement a des actions majoritaires d'Hydro One. Qu'est-ce qui se passe avec ces pays? C'est inacceptable. C'est très bien que c'est inacceptable. 4 500 000 pour le PDG, 200 millions, 900 000 pour le vice-président, directeur, 1 700 000 au directeur des finances, 1 400 000 au chef d'exploitation, 1 200 000 à un autre vice-président, à l'administration. Ce club de millionnaires que le premier ministre a créé, on sait très bien que ces salaires sont trop élevés. Je demande à la première de faire ce que doit faire une bonne première ministre pendant qu'elle elle a encore majoritaire de maîtriser ses salaires. Intervention du président. Veuillez vous asseoir. Redémarrer la pendule. Premier ministre, veuillez poursuivre. Je comprends pourquoi le chef de l'opposition suit cette voie de question, parce qu'il n'a aucun plan sur la production d'électricité. Comme je l'ai dit, ces salaires sont élevés. On le reconnaît. On sait qu'il y a une difficulté chez la population à payer la facture d'électricité, mais nous demeurons engagés à diminuer, à réglementer Hydro One. On l'a été clair depuis le début. Finalement, Hydro One, maintenant, est une entreprise échangée à la bourse. Ce n'est pas une agence du gouvernement. J'aurais espéré que le chef de l'opposition comprendrait la situation. Il y a des modifications qui ont été apportées au cours de la première année, échangées à la bourse. Ils ont réalisé des économies de 60 millions de dollars. Et cette entreprise est une meilleure entreprise. Ils sont échangés à la bourse et ils sont réglementés par les règles sur les entreprises privées complémentaires. Monsieur le Président, de retour à la première ministre, dans la liste Soleil, avec plus de 123 000 personnes et 2 personnes gagnent, Hydro One a 5 PDG qui gagnent 1 million de dollars. Il y en a sûrement d'autres de ce club de millionnaires. Il y a une première ministre qui exerce encore le contrôle majoritaire. Elle a permis ses salaires. Elle sait très bien qu'elle peut contrôler la situation.
et au lieu d'assumer sa responsabilité, il en blâme d'autres. Et que finalement, un de ses ministres blâme les NAFTA et finalement, elle les blâme pour un salaire qu'elle a approuvé. C'est le gouvernement qui a créé ce gâchis. Faites ce que doit faire une bonne première ministre et contrôler ses salaires. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Premier ministre. Ministre de l'Énergie. Merci, Président. Je suis heureux de répondre à cette question. Comme le Premier ministre l'a dit et comme l'opposition ne semble pas savoir, Hydro One est désormais une compagnie publique. Les décisions de compensation ne sont pas prises par le gouvernement. Mais, Président, rajoutons un peu de contexte. Les salaires des exécutifs merci, Président. Alors, rajoutons un peu de contexte. Ministre. Merci, Président. Les salaires des gérants représentent 0,01% du budget de Hydro One. Même si les salaires étaient réduits de moitié, cela ne économiserait un sou sur les factures des consommateurs. Ça montre, Président, qu'eux, ils n'ont pas de projet, de plan pour remédier aux problèmes du secteur de l'électricité. Notre réduction de 25% en moyenne va aider toutes les petites entreprises, familles. Merci. Nouvelle question. Leader du troisième parti, ma question pour la Première ministre. La liste Soleil a été publiée vendredi. Il y avait une entreprise qui n'était pas sur la liste, c'est Hydro One. Nous savons que le salaire du PDG, il a un salaire de 4,5 millions de dollars en 2016, une augmentation de 500% par rapport à la dernière fois que ce salaire a été publié sur la liste Soleil. Pourquoi est-ce que les priorités de la Première ministre sont de protéger les salaires et l'anonymité des dirigeants plutôt que de protéger les familles ordinaires et les entreprises en Ontario qui ont du mal à joindre les deux bouts? Président, ma priorité, c'est que tous les Ontariens payent moins pour l'électricité. 25% de réduction pour toutes les familles. Pour ceux qui paient l'électricité chez eux, aider les petites entreprises dans les rues principales, dans les petites communautés, les agriculteurs. Nous savons qu'il y a des gens dans la province qui ont besoin de payer moins. C'est pour ça que nous avons un plan qui va vraiment réduire les factures d'électricité. Les gens vont voir ces réductions cet été et cela, c'est une réaction directe aux soucis exprimés par les gens concernant leur capacité pour payer les factures d'électricité. Question complémentaire. En privatisant Radio One, le Premier ministre a fait trois choses. D'abord, que les dirigeants puissent gagner beaucoup, que nous autres, nous allons payer des factures d'électricité énormes et qu'elle peut cacher tout cela avec le secret. Qu'est-ce qu'elle a à dire aux Ontariens qui ont du mal à payer les factures électriques, qui sont scandalisés parce qu'elle insiste qu'il faut continuer de vendre Radio One tout en cachant les salaires des hauts dirigeants? Premier ministre. Alors, Président, j'aimerais être clair. Je sais que le leader du troisième parti aime conjuguer ces différents problèmes, modifier le sens de notre politique pour Hydro One. Cela ne va pas permettre d'économiser un cent pour une facture électrique en Ontario. Elle aimerait faire croire le contraire, mais pas un cent pour l'électricité pour qui que ce soit. Alors, Président, nous avons proposé une stratégie, un plan qui va faire réduire les factures électriques de 25%
à travers la province, parce que nous savons que les gens ont besoin de ce soutien. Les investissements que nous avons faits dans le secteur électrique pour que l'électricité soit propre et fiable, il y a un coût pour cela. Donc, nous allons réduire les factures en plus de ce que nous avons déjà fait, et puis encore 17 donc par rapport aux 8 que nous avons déjà fait. Nous savons que les gens ont besoin de soutien. Question complémentaire. C'est scandaleux qu'il y a des gens qui souffrent, qui ne peuvent pas payer leurs factures. Il y a des dirigeants des services publics qui gagnent des millions de dollars. Le PDG de OPG, c'était l'employé public le plus payé. Et Hydro One, plus de 4 millions de dollars. À Montréal, Bombardier, une entreprise privée, a écouté la pression du public et a reporté des salaires, des augmentations de salaires pour ses hauts dirigeants après des manifestations par des centaines de Québécois devant leur siège. Et en Ontario, les gens sont scandalisés par les salaires élevés de Hydro One, surtout avec ces factures d'électricité qui montent. Alors pourquoi pas freiner l'augmentation des salaires des dirigeants de Hydro One? Président, permettez-moi de dire encore que je sais que les gens à travers la province ont du mal à payer leurs factures d'électricité. C'est exactement pourquoi nous avons doté notre plan pour l'électricité juste, réduction de 25 pour tout le monde. C'est le contexte dans lequel nous avons cette conversation. Nous avons un plan que nous avons proposé qui va réduire les factures électriques de manière importante. Et dans les communautés rurales isolées, les gens vont avoir des réductions de 40 à 50 Nous savons que les gens ont besoin de ce soutien, nous savons qu'ils ont besoin de ces réductions. En même temps, en élargissant la propriété de Hydro One, nous pouvons également allouer des fonds pour les transports publics, pour l'infrastructure, pas soutenus par les leaders du troisième parti, mais ça, c'est nécessaire pour le bien-être de cette province. Nous allons continuer sur ce chemin. Hydro One a trouvé 60 millions d'économies. Et donc, c'est une compagnie mieux dirigée. Les gens vont voir des factures électriques moins importantes. Une nouvelle question, leader du troisième parti. Question pour le Premier ministre. Le problème qu'a le Premier ministre, c'est que personne ne la croit maintenant. On ne la croit plus. Rien qu'elle ne dise. Le gouvernement Wynne, les priorités sont inversées, pas seulement dans le secteur énergétique, c'est les soins de santé également. Parmi les 10 employés publics les mieux payés, si c'était des PDG d'hôpital. Ces dollars devraient être utilisés pour les soins, pour les patients, afin d'avoir des soins de santé sur lesquels les gens peuvent compter. Et ce ne sera pas possible si le Premier ministre tolère ces salaires exorbitants et en laissant augmenter les factures d'électricité. Pourquoi est-ce qu'elle ne met pas les besoins des patients en premier? Et pourquoi vendre des parts de Hydro One et subventionner plus les soins pour les patients? Ministre de la Santé et des Soins à long terme. Merci, Président. Je crois que nous savons tous que les hôpitaux sont des corporations indépendantes, mais nous nous attendons, comme pour tous les secteurs gouvernementaux, lorsqu'ils prennent des décisions concernant l'allocation des fonds publics, il y a la responsabilité d'allouer autant que possible aux soins de première ligne. La qualité des soins, la haute qualité, c'est pareil avec les hôpitaux. Je suis donc fier que, en tant que gouvernement, nous avons adopté la loi sur la redevabilité, sur la transparence, qui définit des paramètres, des attentes que nous avons, mais nous devons également reconnaître que nous devons donner à nos hôpitaux la possibilité, en tant que corporation indépendante, de pouvoir gérer leurs affaires afin de pouvoir offrir vraiment les meilleurs soins possibles et allouer les ressources de manière responsable. Question complémentaire, Président. La liste Soleil est plus longue cette année. Et à cause de sa mauvaise décision de vendre Hydro One, les salaires des exécutifs sont cachés du public. Grâce à cette interférence de la part de la Première ministre, nous n'avons pas la moindre idée de combien d'argent a été dépensé pour les salaires pour Hydro One. Comment est-ce qu'elle peut faire croire qu'elle est sérieuse avec Hydro One si elle ne veut pas ouvrir les comptes de Hydro One? De quoi est-ce qu'elle a peur? Ministre de l'Énergie. Ministre de l'Énergie, merci, Président. Je sais que
Comme le Premier ministre l'a dit, notre gouvernement croit fortement que les salaires publics doivent être justes pour les employés, mais également raisonnables pour le budget public. Et concernant Radio One et OPG, suite au processus déclaré dans notre cadre, OPG a comparé les salaires de compensation pour avoir un niveau modéré mais approprié pour le secteur. Les salaires OPG peuvent sembler étonnants, mais il faut se rappeler certains faits. Ce sont des experts en technologie nucléaire. Nous voulons que les opérateurs soient les meilleurs au monde, Président. Donc, les cadres de compensation pour l'équipe dirigeante OPG reflètent les initiatives de rendement payées seulement si la compagnie réalise ses objectifs pour le renouvellement des centrales. Et ils sont en avance par rapport à leur calendrier et le budget est moindre que prévu. Seul un ministre d'un cabinet libéral pourrait dire que des salaires de millions de dollars, c'est modéré. Seulement un ministre d'un gouvernement libéral oserait dire cela. La liste rappelle aux Ontariens que ce Premier ministre et son gouvernement travaillent pour eux-mêmes seulement et seulement pour les chefs. Elle a autorisé les salaires, même si Radio One n'est toujours pas complètement vendu. Elle permet d'avoir des exécutifs mieux payés dans les salaires, dans les hôpitaux. Lorsque les soins de santé sont moins bien subventionnés, nous avons besoin d'un leader qui va se battre pour les Ontariens, pas seulement pour les dirigeants. Permettre aux dirigeants de gagner des millions cachés par le secret qu'elle a jeté sur ces décisions impopulaires. Ministre, merci, Président. Et encore une fois, nous reconnaissons que nous avons proposé un cadre pour aider à avoir des augmentations de salaire modérées. Concernant Radio One, depuis que nous avons rendu public Radio One est devenue une entreprise mieux dirigée. C'est certain. Une compagnie qui offre meilleurs services, meilleures valeurs pour les clients et pour la province. Quelques initiatives seulement pour les clients depuis quelques mois. Par exemple, la communication meilleure avec les clients, appeler les clients directement pour discuter de problèmes et devant interdiction volontaire sur les déconnexions en hiver, donner aux clients un choix avec la périodicité de leurs factures et puis les factures électroniques et puis les factures mobiles. Pas de dépôt de garantie pour les nouveaux clients. Et puis l'année dernière, ce groupe exécutif a permis d'économiser 60 millions. Nouvelle question, député de Calgary, Middlesex, London. Question pour le ministre de la Santé et des Soins à long terme. Président, la semaine dernière, pendant les audiences concernant la loi sur la mort médicalement assistée, des médecins ont exprimé leur soutien qu'ils seraient obligés de participer à ce programme. Le ministre a annoncé l'organisation d'un programme de coordination pour permettre aux clients de s'orienter. Est-ce que le ministre, pour garantir que la conscience des médecins sera protégée, aucun médecin ne sera obligé de faire des renvois à d'autres médecins pour ces services? Ministre de la Santé, je suis heureux de répondre à cette question ce matin parce que, en allant de l'avant avec les différents éléments législatifs, j'espère avec l'adoption du projet de loi concernant la mort médicalement assistée. J'ai dit souvent dans cette Assemblée et puis en public, j'ai exprimé mon profond respect pour n'importe qui, encore moins les médecins, les professionnels de la santé, qui, pour des raisons de conscience, ont pris les décisions de ne pas participer à un tel programme. Je respecte leur volonté. Je sais que la loi fédérale, la loi proposée par la province, n'oblige pas un médecin ou quelconque à participer à ce programme. En question complémentaire, je suis heureux de répondre concernant deux autres mesures qui vont offrir encore des soutiens. Question complémentaire. Ministre de la Santé, le ministre cite les soucis concernant l'accès à ces services, mais les politiques en Colombie-Britannique, en Alberta, qui n'exigent pas que les médecins fassent des renvois, montrent que les protections de conscience ne sont pas barrières
à l'accès. Si la politique actuelle continue et si les médecins sont obligés de faire des renvois à d'autres médecins, ils sont obligés de quitter la profession de médecin. Si c'est le cas, combien de médecins vont devoir être obligés de quitter leurs emplois et combien de patients n'auront pas de médecins? Peu après l'adoption de la loi fédérale et l'entrée en vigueur dans cette province, nous avons créé un service de renvoi pour les cliniciens ou n'importe quel professionnel de santé peut contacter ce service géré par le ministère de la Santé pour identifier des praticiens qui seraient prêts à offrir conseil, faire une évaluation. Et puis, il y a bon nombre également, si nécessaire, serait prêt à offrir cette assistance médicale pour le mort. Et nous avons reconnu publiquement, et le mois prochain, peut-être la fin de ce mois, nous aurons un service de coordination des soins disponible pour n'importe quel Ontarien, y compris les patients, les proches, les soignants, pour permettre l'interaction avec les professionnels de la santé, pour définir le chemin vers ce service d'aide de mort médicalement. Une nouvelle question. Député de Danforth. En 2015, le ministre de l'Énergie à l'époque, M. Shirley, a promis la privatisation de Hydro One n'augmenterait pas les taux d'électricité. Je cite, il a dit que Hydro One sera une compagnie encore plus performante, axée sur les services aux clients. Ah bon. Continuez. Et les efficacités qui en découlent pourront être transférées aux clients pour faire baisser les taux. Fin de citation. Fin vendredi dernier, Hydro One a fait sa demande de taux pour jusqu'en 2022. Plutôt que de réduire les taux, Hydro One veut augmenter de 6,5 % ces taux en 2018. Et puis, une augmentation totale de 30 % d'ici 2022, de 20 %. Est-ce que le Premier ministre va reconnaître que... Merci. Premier ministre. Ministre de l'Énergie. Président, je suis heureux de répondre à cette question. Rappelons-nous quelque chose d'important. Notre gouvernement fait baisser les factures de 25 % en moyenne pour les ménages, jusqu'à 500 millions de petites entreprises et de fermes. C'est la plus importante réduction de l'histoire de la province, avec des taux indexés à l'inflation. Pendant plusieurs années, nous allons faire cette réduction, quelle que soit la demande. Le résultat de cette demande par Hydro One, en fait, dans les zones rurales, il y aura des réductions encore plus importantes grâce à notre plan. Nous allons élargir le soutien pour ces clients qui ont les coûts de fourniture de services les plus élevés, y compris les clients ruraux de Hydro One. Certains Ontariens, donc, vont avoir des réductions de 40 à 50 % de leur facture d'électricité. Ce sont vraiment des économies importantes et le plan pour l'hydro juste va continuer. Question complémentaire. Merci, Président. En 2015, le tsar de la privatisation, Ed Clark, a dit que la discipline dans le secteur public, dans le secteur privé, voudrait dire des taux plus bas pour l'électricité. Et maintenant, cette discipline veut dire que le salaire est 6 fois plus que ce que gagnaient les autres, le dirigeant précédent, payé par les contribuables. Ça veut dire que Hydro One essaie de gagner des avantages de cette réduction de plus de 6 milliards de dollars qui bénéficierait normalement aux clients. Et cette soi-disant discipline veut dire que l'augmentation de Hydro One va permettre d'avoir des bénéfices plus grands à payer aux investisseurs. L'Ontario ne peut plus se permettre plus de discipline du secteur privé. Est-ce que le Premier ministre va retourner Hydro One au domaine public? Merci, Monsieur le Président. Encore une fois. Veuillez vous asseoir. Merci.
ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, donc, de l'Énergie. Le Bureau de l'énergie, donc, à titre de régulateur, va passer en revue cette demande. Et comme dans le passé, ils ont refusé des demandes et ils ont réduit des demandes. Et bien sûr, donc, on ne va pas présumer de ce qu'ils vont décider comme l'opposition pourrait le faire. Quand il s'agit d'Hydro One, Monsieur le Président, comme on l'a mentionné, 60 millions de dollars en épargne. Et ça, bon, ça bénéficie et ça retourne aux contribuables, Monsieur le Président. Contrairement à ce que dit l'opposition, Monsieur le Président, encore une fois, les sociétés qui sont mieux administrées et qui présentent donc et qui ont été député de Hamilton East Stony Creek. Poursuivez. Merci, Monsieur le Président. Alors, l'introduction d'avoir banni donc volontaire sur les fermetures, les retraits d'électricité en hiver. Et il ne faut pas oublier, Monsieur le Président, avec l'augmentation juste, avec 40 de réduction pour les clients de Hydro One, Monsieur le Président. Alors, député de Kitchener, merci, Monsieur le Président. Je m'adresse au ministre qui est responsable des petites entreprises. Contrairement à ce que dit l'opposition publique, les faits révèlent que les petites entreprises en Ontario continuent de prospérer sous l'œil du gouvernement. L'Ontario a créé 700 000 nouveaux emplois, Monsieur le Président, depuis la récession, et le taux de chômage est passé à 6,4 %. C'est le plus bas en 8 ans. Et les 3 premiers trimestres de 2016, l'Ontario a dirigé tous les pays du G7 en croissance économique. Mais malheureusement, nous avons entendu l'opposition qui réduit, enfin, qui dénigre l'économie plutôt que de faire la promotion de tout ce que peut offrir l'Ontario à partir grâce à une main-d'œuvre très qualifiée et le renouveau au niveau des infrastructures et aussi les soins de la santé. Alors, de ce côté, ici, de l'Assemblée législative, nous comprenons l'importante contribution des petites entreprises à l'économie ontarienne. Est-ce que le ministre peut parler de l'état des petites entreprises de l'Ontario? Ministre responsable délégué aux petites entreprises. Je voudrais remercier la députée de Kitchener Centre pour sa question ce matin. C'est intéressant de noter, Monsieur le Président, que donc notre fille était à Kitchener pour voir si l'Université Laurier était une université possible. Elle a dit, papa, donc je vais aller là. Donc il faut dire à la députée de Kitchener Centre que les choses vraiment sont très prospères à Kitchener. Les choses, c'est une explosion économique maintenant à Kitchener. Alors je vais dire, donc après 500 000 petites entreprises en Ontario, donc 99,7 de toutes les affaires en Ontario. Et ceci est important pour la région de Kitchener. Entre 2012 et 2014, 69 des chefs d'entreprise ont fait rapport de croissance économique. Et donc, nous avons aussi financé 200 projets, 35 000 emplois et un demi-milliard de dollars en investissement. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le Président de sa réponse. Et si sa fille va fréquenter l'Université Wilfrid Laurier, nous allons l'accueillir avec bras ouverts. Monsieur le Président, nous savons que les fonds de développement ont un impact très important à travers la province pour aider les propriétaires à faire grandir les entreprises. Et certainement, on le voit dans Kitchener Centre. Mais, Monsieur le Président, les chefs d'entreprise font face à des coûts et des pressions lorsqu'ils essaient de gérer leur bilan. Alors, récemment, le coût de l'électricité a été une préoccupation particulière. Bien sûr, il est évident que les investissements que nous avons faits pour nettoyer et améliorer notre grille électrique ont fait beaucoup de pression sur les petites entreprises, comme ça a été le cas pour les ménages. Le gouvernement a posé des gestes pour améliorer la situation au coût de l'électricité grâce au plan de l'hydro juste. Alors, non seulement ça va aider les petites entreprises, mais aussi, donc, est-ce que le ministre pourrait préciser comment le plan juste pour l'hydro va avoir un impact pour les petites entreprises de l'Ontario? Alors, Monsieur l'énergie. Merci, Monsieur le Président. Donc, je veux remercier la députée donc ici. Alors, donc, ce que nous avons l'intention de faire, c'est 25 va aider tous les ménages, mais aussi ça va aider un demi-million de petites entreprises, Monsieur le Président, et les fermes. Alors, la Première ministre a eu l'occasion récemment de visiter plusieurs de ces entreprises, Monsieur le Président, des entreprises comme le Bookshelf à Guelph, qui est propriétaire d'une bibliothèque et d'un restaurant dans le même immeuble, Monsieur le Président. Alors, cette librairie, ce restaurant, ils vont économiser beaucoup, plus de 1 000 $ par mois, en vertu de notre nouveau plan. Alors, donc, il peut aussi un endroit qui vend du chocolat et des fromages à Berry. Ils vont économiser 350 $ par mois pendant l'été. Alors, Monsieur le Président,
Il s'agit donc les chefs de l'opposition dans sa propre comté. Alors, les Ontariens commencent à se poser des questions. Il y a seulement alors donc pour bien sûr alors l'opposition va continuer donc ils n'offriront aucun plan viable de leur côté, Monsieur le Président. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, ma question s'adresse au ministre des Affaires rurales des petites entreprises. Alors, je suis certaine qu'on entend parler de la fermeture de Ronald Steakhouse, une institution dans Peterborough. Ça fait 60 ans qu'ils sont en œuvre. Le restaurant est un endroit populaire dans la communauté et contribue à l'économie locale. Est-ce que vous savez, donc, finalement, les amener à fermer leurs portes? C'était les coûts scandaleux de l'électricité. Le gouvernement, grâce à ses mauvaises politiques, il a partagé les prix de l'électricité pour moi. Après avoir vu ce qu'il doit payer, je ne suis pas surprise qu'il ait dû fermer. Les prix de l'électricité montent donc font du tort à l'économie dans notre région et le gouvernement, ses faibles excuses vont faire très peu pour régler les problèmes de hausse répétés pendant une décennie. Alors, combien de temps va-t-il encore regarder des petites entreprises rurales comme Roland fermer leurs portes en conséquence de la mauvaise gestion de l'électricité dans notre province? Ministre responsable des petites entreprises. Monsieur le Président, je veux remercier la députée de Haliburton et de Kawartha Lake. Mais il y a une autre histoire de Rawlins et aussi le maire de Peterborough, Daryl Bennett. Alors, donc, là-dessus, dans son télévision télévisée, vendredi, a été très clair là-dessus. La réalité, c'est que je connais très bien les propriétaires. On leur a offert une réduction substantielle pour la propriété, pour un développement commercial. Alors, donc, c'est en fait, le maire donc, a été très clair là-dessus. Ce qu'on leur a fait, c'est strictement un développement commercial. Alors, le propriétaire de Roland, on lui a offert alors quelque chose, c'est tout près de chez moi, Peterborough, et il va y avoir un grand développement commercial. Et autre chose aussi qui a joué pour la fermeture, Peterborough a donc une franchise et parce qu'ils ont confiance dans l'économie de Peterborough. Hobart a mis en place un steakhouse dans le centre-ville de Peterborough. C'est l'autre institution, le maire de Peterborough a été très clair là-dessus. Il a rectifié le tir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. À l'ordre. Pendule. Complémentaire. Alors, bien, encore une fois, ministre, on ne parle pas d'idées abstraites ici. Vraiment, c'est une entreprise, des vrais emplois, et c'est à cause de la mauvaise gestion du gouvernement. En janvier dernier, ministre des Affaires autochtones et Réconciliation, s'il vous plaît. Janvier dernier, le propriétaire a payé 2 000 pour l'électricité. Et en janvier dernier, son électricité est passée à 4 000 C'est 2 fois le double en moins d'un an. Alors, donc, tout cela après avoir dépensé 23 000 pour remplacer son éclairage avec l'efficacité LED. Donc, encore une fois, le ministre des Affaires municipales, deuxième fois. Alors, pour toute personne qui décide de déranger la Chambre, avis. Oui, terminer. Monsieur le Président, avec la tendance de l'électricité qui monte tout le temps, les choses ne vont faire qu'empirer pour Rawlins. Et bon, dans les propres mots du propriétaire, il n'a vu aucune chance de survie. Alors, encore une fois, donc, quand est-ce que le ministre va prendre les préoccupations des entreprises rurales sérieusement et pour s'assurer qu'ils ne fassent pas faillite à cause des conséquences de vos décisions gouvernementales? Veuillez vous asseoir. Merci. Commencez le pendule.
Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie donc le complémentaire du député de Haliburton, Clarendon Lakes. Et donc, je vais suggérer le député de Renfrew-Nipissing Pembroke. Deuxième fois. Je vais finir. Alors, Monsieur le Président, alors donc je vais organiser une réunion. On va avoir la vidéo de Cogeco et donc son honneur, la maître Bennett de Peterborough, il va nous offrir. Député de Simcoe, Gray, député de Leeds Granville. À l'ordre. Oui, conclure. Alors, Monsieur le Président, donc, c'est les gens mettent en question la véracité de la parole du maire de Peterborough, comme ils le font aujourd'hui. Et effectivement, député de London West. Monsieur le Premier ministre, alors les étudiants en faculté de médecine ils sont ici pour faire la pression pour la santé mentale et l'une de leurs grandes priorités est de réduire les attentes pour les services. Alors je félicite les étudiants pour les interventions et j'ai entendu la Première ministre leur a parlé ce matin. J'ai été frappé à cause de la contradiction entre ce qu'elle a dit aux étudiants et en fait ce qui se passe à London où son gouvernement refuse d'approuver un partenariat innovateur entre les hôpitaux, le MS et aussi la crise de dépendance aux drogues pour offrir un service plus rapide tout en réduisant les temps d'attente. Est-ce que la Première ministre est sérieuse pour réduire les temps d'attente pour la santé mentale? Pourquoi est-ce qu'elle ne trouve pas une façon de permettre à notre projet pilote d'être mis en œuvre de façon à ce qu'on puisse aider les gens maintenant? Ministre de Santé, Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Alors voilà, donc c'est vrai que depuis l'automne dernier, le Centre de soins de service de Middlesex London a approché le ministre de la Santé pour une révision sur la décision de cette suggestion pour un programme pilote pour un protocole de diversion. Mais à cause que le centre de crise n'est pas un hôpital désigné, ça aurait pu résoudre le problème s'ils avaient décidé de passer sous l'augure du centre de santé de London. Mais en fait, en mars dernier, après avoir beaucoup de discussions avec le Airleys et puis les intervenants, le centre de crise a décidé de ne pas poursuivre cette demande de désignation. En conséquence, nous sommes prêts avec une situation avec la loi sur l'assurance et puis la loi sur la santé. Et aussi ça, c'est sur les normes et l'assurance santé, à savoir quels sont les services qui sont compris dans l'assurance. Alors, merci, Monsieur le Président. Il y a 2 semaines, mais le citoyen, Mme Joly, a dû attendre 7 jours dans un corridor sur une civière. Alors, ce week-end, les membres ont été scandalisés dans le Free Press de London quand ils ont lu ce qui se passait. Ils avaient honte d'un système brisé qui traite d'une façon si scandaleuse. J'ai reçu des courriels qui résument comment les Londoniens se sentent. Je suis horrifié que c'est la réalité auquel nous faisons face aux élus. Nous devons à nos amis et à notre famille, beaucoup mieux à Angela et à d'autres. Nous devons bien plus. Une solution semble possible pour avoir des ambulances qui puissent transférer au centre de crise. Ça vaut la peine d'essayer sur une base temporaire. Alors, donc, il faut le mettre en œuvre. Est-ce que le premier ministre est d'accord qu'Angela mérite des excuses? Est-ce qu'il va approuver le projet pilote maintenant? Alors, Monsieur le Président, donc en fait, je vais commencer pour reconnaître les étudiants en faculté de médecine qui sont ici avec nous aujourd'hui, et particulièrement leur intérêt sur la santé mentale. Je pense qu'à l'investissement de la province, je pense qu'ils savent mieux que quiconque l'importance pour la pratique, mais aussi pour les patients, pour les clients qu'ils essaient d'appuyer. Nous travaillons très fort avec tous les intéressés. Je vais suggérer à la députée de l'opposition à ce que je joigne à ce processus, qu'elle collabore avec moi. Si elle veut vraiment continuer à soulever cette question, c'est la 4e fois à l'Assemblée législative. Et effectivement, donc je pense que la plupart des collègues ici à l'Assemblée législative ont fait que je travaille très dur avec mes collègues pour trouver des solutions. J'ai confiance que nous allons trouver une solution sur ces questions. Mais c'est difficile parce qu'il y a 2 lois qui sont... Je suis pas prêt à enfreindre la loi, mais en même temps, il y a une réunion qui est organisée entre le ministère et tous les intervenants. Alors, j'ai confiance qu'avec le soutien donc, et avec le député, le temps est écoulé. Député de Béarn.
Alors, merci, M. le Président. La question est la suivante. Au ministre des Transports. Monsieur le Président, je sais que de ce côté de la Chambre, nous reconnaissons l'importance pour notre province d'avoir des transports en commun, un réseau qui soit intégré. Alors, donc, grâce à ce réseau, il nous faut avoir des bonnes routes. Les bonnes routes aident l'économie à prospérer et à nous relier entre nous. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement une question de les routes provinciales. Si les gens n'ont pas une façon de se rendre sur les routes provinciales, ça ne sert pas à grand-chose à Barrie. Nous avons la route 26 qui est classée comme un lien de connexion parce que ça relie les gens de ma communauté à bon nombre d'autres routes provinciales. La plus près, c'est l'autoroute 400. Je sais que le ministre du Transport a fait une annonce récemment sur l'engagement à ces routes prioritaires. Monsieur le Président, voulez-vous offrir donc un aperçu, plus d'informations sur ces liens de connexion entre les routes provinciales? Ministre du Transport, merci, Monsieur le Président. Bien sûr, je vais commencer par remercier le député de Barrie et pour être aussi une forte intervenante pour ses concitoyens. Alors, j'étais heureux de faire annonce à Sault-Sainte-Mère, Monsieur le Président, pour annoncer que les municipalités vont recevoir du financement dans le cadre du programme de liens provinciaux de 2017. 2018, nous avions 25 millions de dollars disponibles pour appuyer 19 projets à travers la province. Et ce, Monsieur le Président, cela inclut de 45 000 dollars pour la réhabilitation de la rue Bayfield de Coulter Street à Coulter Street sur la route 26 et le député dans le comté du député de Barrie. Alors, nous comprenons comment c'est essentiel d'avoir de tels liens à travers l'Ontario, Monsieur le Président, et nous connaissons aussi l'importance des petites régions rurales de l'Ontario, du nord de l'Ontario. Et voilà pourquoi nous dépensons de l'argent pour aider à relier ces communautés. Nous allons continuer à faire des investissements que nos partenaires municipaux, que les résidents dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Je sais que ce sont des bonnes nouvelles dans ma communauté de Barrie et que le financement va aider va permettre une randonnée beaucoup plus facile sur la route 26. Je me souviens quand dans le budget de 2015 que nous allions introduire le programme des liens. Je me souviens qu'en 2016, lorsque la première ministre a annoncé que le programme allait être augmenté, il était clair pour nos partenaires municipaux et dans ma communauté de Barrie qu'ils ont très bien entendu que le financement disponible pour OCIF n'était pas suffisant. Les communautés donc sont très heureuses que le gouvernement prenne des gestes très forts là-dessus. Est-ce que le ministre va dire aux députés ici ce que le gouvernement fait actuellement pour faire de ce programme, pour améliorer la nature du programme? Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de Barrie pour la complémentaire. Alors, elle a tout à fait raison que ce soit le nouveau programme de relier les points. Alors, donc, c'est en réponse à ce que nous avons entendu de nos partenaires municipaux. Et tout en écoutant, Monsieur le Président, les partis de l'opposition ont choisi d'ignorer ces voix lorsqu'ils ont voté contre le programme dans le budget de 2015 et le financement supplémentaire dans le budget de 2016. Encore une fois, nous avons entendu des municipalités qui sont enthousiastes quant au programme et qui sont enthousiastes à cause du fait que le financement pour les liens de connexion continue de grandir jusqu'à 30 millions de dollars pour 18-19. Mais cela aussi, nous avons entendu les préoccupations à savoir quels sont les projets qui sont admissibles. Et voici pourquoi, donc, vendredi dernier, à Sault-Sainte-Marie, j'ai également annoncé que nous allons mettre à jour le programme pour permettre à un plus grand nombre de projets pour être admissibles et aussi pour l'élargissement des routes. Et donc, nous avons annoncé que la communauté va recevoir 2,3 millions de dollars à partir de ce programme pour cette année. Je suis enthousiaste du grand travail que nous faisons et nous allons continuer de le faire. Député de Huron-Bruce. Monsieur le Président, merci. Je m'adresse à la Première ministre. Le caucus de l'Ontario a demandé à ce que le test d'émission soit annulé pendant 6 ans. Et c'est le programme qui a dépassé son utilité. Et aussi, c'est une charge pour les chauffeurs d'automobile. Alors, donc, tout ça, ces programmes étaient supposés être temporaires. Monsieur le Président, il est temps de mettre le test d'émission et de le mettre aux ordures. Alors, donc, c'est un programme qui coûte très cher, qui ne sert à rien. Alors, donc, ministre de l'Environnement, changement climatique. Oh, bon, ce parti qui est si peu vert de l'autre côté, c'est tellement décourageant parfois. Alors, donc, les tests d'émission chaque année gardent des voitures qui ne respectent pas les normes d'émission et les gardent à l'extérieur des routes. Alors, je parlais avec mon collègue au Québec la semaine dernière et qu'est-ce qu'on m'a dit chez les concessionnaires automobiles est-ce que vous pouvez convaincre le gouvernement du Québec d'introduire les tests d'émission? Pourquoi ont-ils posé ces questions, Monsieur le Président? Parce que le Québec est en train de devenir la pire capitale au Canada
dans le domaine des émissions. On n'a pas d'intérêt de s'assurer que l'Ontario devienne une mauvaise capitale du Canada. C'est ce que les oppositions semblent désirer, Monsieur le Président. Complémentaire. Alors, donc, nous allons poursuivre. Alors, voilà pourquoi donc l'Ontario a perdu confiance dans le gouvernement actuel. Je pensais que le député de l'autre côté a fait une observation sur cette idée que les tests d'émission, donc c'était gratuit. C'est pas gratuit. Ce n'est pas vrai. Alors, ils ont dépensé tellement souvent. Mais il faut être très clair ici aujourd'hui que plutôt que d'avoir le chauffeur qui paye pour ce programme qui est dépassé, maintenant tout le monde paye parce que le taux est passé aux contribuables maintenant. Alors, Monsieur le Président, les conducteurs d'auto et les non-conducteurs sont obligés de payer pour ce programme qui ne sert à rien. Alors, donc, c'est comme on le su dans le passé. Alors, le fait, c'est que 95 des taux d'acceptation, des taux de passage, et donc la Colombie-Britannique a annulé ce programme il y a des années. Le temps est venu d'exclure, de mettre fin à ce programme. Est-ce que les libéraux vont finalement annuler le programme aujourd'hui? Monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre, alors, donc, si on annule le programme, nous allons avoir des centaines de milliers de véhicules sur la route qui causent des problèmes sur la qualité de l'air. Monsieur le Président, ce que nous avons fait, je pense que pourquoi il ne me regarde pas, député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Alors, en 2014, seulement 185 000 véhicules ont été mis à la retraite ou ont été mis à jour. Les gens payent. Alors, en fait, pour cela, c'est payé. À partir de deux sources, le surplus est utilisé pour couvrir les coûts. Et nous utilisons, très bien, je peux le faire, donc, député de Renfrew, Pembroke-Nipissing. Vous êtes averti. Oui, terminé. Monsieur le Président, autre chose aussi, c'est que nous avons de nouvelles technologies, député. De façon, donc, puisque faire rapport virtuellement, donc, ceci va économiser des grandes sommes d'argent. Merci, Monsieur le Président. Votre question? Député de High Park. Alors, je m'intéresse à la Première ministre. Le mois dernier, 30 communautés d'organisations sans but lucratif de logement à travers l'Ontario ont écrit au ministre du Logement avec des préoccupations concernant ces nouveaux règlements de zonage inclusif. Ils craignent que les plans du gouvernement vont forcer les municipalités à payer les promoteurs immobiliers pour chaque unité de logement abordable créée dans les zonages d'inclusion. Ils ont fait remarquer qu'une telle mesure allait empêcher les municipalités d'adopter des règlements de zonage d'inclusion. Est-ce que le ministre va nous démontrer que les rumeurs sont fausses et que les nouvelles réglementations de zonage vont encourager les municipalités à adopter des règlements et pas les décourager? Ministre du Logement, Monsieur le ministre du Logement. Alors, merci, Monsieur le Président, et merci aux députés. Bon, vraiment, c'est une question très importante. Alors, Monsieur le Président, nous comprenons les préoccupations dans la région du Grand Toronto et Hamilton concernant l'éclatement, le logement et l'impact que cela a dans le logement abordable. Et nous comprenons que plusieurs familles ont besoin de cette paix d'esprit qui vont être en mesure de trouver un logement abordable, une maison abordable pour avoir cette stabilité. Alors, voilà pourquoi le gouvernement se concentre sur l'augmentation du parc de logements abordables. En fait, le gouvernement a adopté la loi sur le logement abordable qui établit l'infrastructure pour le zonage en Ontario pour le logement abordable. Nous travaillons très fort pour mettre en œuvre l'inclusion dans le zonage à travers l'Ontario et nous nous concentrons sur les partenariats. Monsieur le Président, nous continuons à parler avec les municipalités et le secteur privé pour finaliser l'encadrement de réglementation pour la mise en œuvre complémentaire. Alors, merci, Monsieur le Président, encore une fois, donc, pour revenir à la Première ministre. Alors, ces organisations de logement avec le NPD ont recherché des lois de zonage inclusif. Ça fait des années. J'ai déposé le premier projet de loi sur l'inclusion du zonage en 2009. Le gouvernement a résisté depuis des années et même alors que le logement abordable, que les listes d'attente continuent d'augmenter et que les budgets de logement abordable provinciaux sont en réduction. Mais
Mais l'an dernier, le gouvernement a compris qu'il fallait dire oui et que ce serait toute une transition si le gouvernement introduisait donc une pilule empoisonnée qui rendrait les choses plus difficiles pour les municipalités pour adopter des règlements de zonage inclusif. Est-ce que le ministre va accuser les Ontariens et les Ontariennes qui ont besoin de logements abordables qu'aucune pilule empoisonnée ne sera dans cette nouvelle réglementation de zonage inclusif? Est-ce qu'il va nous le garantir? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, merci. Alors, Monsieur le ministre. Alors, eh bien, merci pour cela, Monsieur le Président, et pour ce suivi. Monsieur le Président, donc, enfin, ce que je vais vous dire et que je vais dire ici à la députée. Alors, donc, en fait, je suis vraiment très... Je pense que le député de l'opposition devrait être vraiment très enthousiaste parce qu'on a poussé pour la loi d'inclusion de zonage et c'est ici maintenant. Et nous avons besoin de le faire maintenant. Il ne faut pas nous tromper. Il ne faut nous assurer que chacun qui est actif dans ce domaine pour mettre en place du logement abordable peut siéger à la table pour que nous ayons la bonne formule. Voilà, c'est ce que nous faisons, Monsieur le Président. Nous prenons le temps voulu pour nous assurer qu'on ne va pas se tromper de façon à ce que les municipalités et les développeurs qui construisent les logements abordables sont confortables avec cette loi. Nouvelle question, député d'Ottawa-Sud. Cette question s'adresse au ministre de la Formation professionnelle. La députée de Brampton-Ouest a déposé une motion pour que cette semaine soit la semaine des collèges, qui vise à reconnaître les réalisations des collèges, mais aussi pour reconnaître un jalon important. Le ministre de l'Éducation à l'époque, Bill Davis, était pionnier en ce qui concerne le réseau collégial de la province. Et nous savons que les collèges jouent un rôle très important en partenariat avec les entreprises et jouent un rôle très important au sein des collectivités de la province. C'est vrai pour Cité collégiale et pour le collège algonquin. Donc, que fait-il notre gouvernement pour marquer ce jalon en ce qui concerne le réseau collégial de la province? La ministre. Merci au député d'Ottawa-Centre de sa question. Plus tôt ce matin, j'ai été au collège George Brown et j'étais tout à fait heureuse d'annoncer que nous allons marquer cet anniversaire en faisant un investissement unique de 50 millions de dollars dans les collèges. Cet investissement vise à soutenir les collèges en ce qui concerne les initiatives visant à favoriser l'apprentissage des étudiants, par exemple l'achat des logiciels spécialisés et de nouveaux équipements visant à moderniser les salles de classe existantes. Dès le début, les collèges avaient pour but de donner aux diplômés en études secondaires une autre option à part de l'université. Et donc, les gens se font former de manière adéquate. Étant donné l'évolution de notre économie, cette flexibilité est tout à fait nécessaire. Complémentaire. Merci à la ministre de sa réponse. Au cours des derniers 50 ans, il y a eu plus de 2 millions d'étudiants diplômés des collèges de l'Ontario. Ils ont toutes sortes de programmes et sont des moteurs tout à fait importants de l'économie. La vision de Bill Davis était un réseau collégial qui répond aux besoins en matière de la main-d'œuvre de la province. La ministre peut-elle parler davantage de la réalisation de cette vision, de la façon par laquelle les collèges ont évolué au cours des derniers 50 ans? La ministre, nous sommes tout à fait reconnaissants pour la vision de M. Davis. En fait, il sera ici cet après-midi pour célébrer ce moment historique. Nous avons beaucoup réalisé au cours des dernières 50 ans. Les collèges ont des centaines de programmes en matière d'automatisation avancée, en apiculture et grand nombre d'autres. Il y en a plus de 900 offerts au sein du réseau collégial et donc il y a énormément de variétés. Les collèges jouent un rôle très important en partenariat avec le gouvernement et offrent aux étudiants une excellente éducation. L'engagement des collèges visant à élargir l'accès à l'éducation a été tout à fait important.
J'aimerais donc féliciter tous les collèges de la province. Nous savons qu'au cours des 50 années à venir, il y aura bien plus de réalisations. Nouvelle question, député de Bruce Grey Owen Sound. Merci à la ministre de l'Éducation. Les Ontariens veulent que vous arrêtiez de blâmer les autres pour les fermetures d'écoles. Le président du conseil scolaire Blue Water vous a demandé d'être honnête en ce qui concerne les raisons de fermer ces écoles. Et vous êtes la raison, en fait. Allez-vous mettre en place un moratoire afin de prévenir la fermeture des écoles? La ministre de l'Éducation. Merci. D'offrir aux élèves la meilleure éducation possible, c'est une priorité du gouvernement. Et les députés de ce côté en sont au courant. J'ai parlé en fait au président de ce conseil scolaire et nous avons discuté des meilleurs intérêts des conseils scolaires locaux. Et lorsqu'ils prennent ces décisions difficiles, il faut qu'ils soient appuyés. Et on va aussi leur donner l'apport des collectivités. Mais de mettre en place un moratoire arbitraire, même le président du conseil scolaire l'a qualifié d'une mauvaise idée. Ça ne va pas nous permettre de parvenir à une solution. Parfois, les conseils scolaires prennent ces décisions. Les changements sont parfois nécessaires et s'il y a des solutions novatrices, c'est à quoi nous nous attendons. Et ça doit être fait en collaboration avec les municipalités et les collectivités afin d'offrir la meilleure éducation possible aux élèves de l'Ontario. Complémentaire à la ministre de l'Éducation. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu un article écrit en vous demandant d'être honnête? On a besoin de plus de collaboration. On vous a offert une collaboration pour s'attaquer aux problèmes en matière des problèmes reliés à la formule de financement. Chapman's a donné des millions de dollars, juste comme la municipalité de Grey Highlands, et Paisley, qui n'a qu'une école. Le conseil municipal de cette municipalité vous offre de l'argent. Voici un partenariat et de la collaboration. Donc, allez-vous collaborer ou est-ce que ce n'est que des vœux pieux? La ministre de l'Éducation. Je me réjouis de pouvoir parler de collaboration avec les conseils scolaires. La ministre. Notre collaboration avec les 72 conseils scolaires de l'Ontario se fait afin d'offrir la meilleure éducation possible aux élèves. Et ceci comprend la circonscription du député d'en face. Le député de Bruce Grey Owen Sound vous est averti. Veuillez conclure. En fait, depuis 2003, nous avons ouvert 10 nouvelles écoles dans la circonscription du député d'en face. Le député de Bruce Grey Owen Sound désigné par nom. Et je vous conseille de ne pas empirer la situation. Il n'y a pas de vote différé. Les travaux de la Chambre reprendront à 13 heures.